L'armement principal du cuirassé est bien sûr le gros canon. La construction des canons de cuirassé à l'ère des Dreadnoughts était d'une complexité étonnante. Alors jetons un bref, mais quelque peu plus profond, regard sur cela. Au tout début de l'artillerie navale, les canons étaient généralement en bronze. C'est parce que les canons en fer, bien que moins chers, avaient une fâcheuse tendance à exploser de manière aléatoire, mais fréquemment. De plus, le fer était bien sûr sujet à la rouille assez rapidement dans l'environnement humide et salin de la mer, où les navires avaient cette tendance à se trouver. Cela signifiait que les différents composants qui constituaient un canon en fer pouvaient devenir encore moins bien ajustés et encore plus dangereux au fil du temps. Les armes ne pouvaient être nettoyées et repeintes qu'un certain nombre de fois. Bien sûr, les premiers canons en fer sont à l'origine du terme « canon de fusil », car les premières armes de ce type étaient construites en utilisant les mêmes techniques que les tonneaux en bois, à savoir une série de douves qui formaient un cylindre, qui était ensuite lié avec des cerceaux, comme on peut le voir dans la coupe transversale de l'un des canons qui a été récupéré du navire de guerre anglais du XVIe siècle, Mary Rose. Le bronze, en revanche, pouvait être relativement facilement fondu puis coulé en un seul grand objet, qui pouvait ensuite être nettoyé et dont le forage pouvait être égalisé avant d'être accepté en service. Ces canons, lorsqu'ils étaient correctement fabriqués, n'avaient pas tendance à exploser, et même un échec pouvait souvent conduire à ce que le canon se dilate plutôt qu'à ce qu'il se brise. Le bronze était bien sûr nettement plus cher, mais un canon en bronze usé, comme des tirs répétés, finirait par le durcir au point qu'il pourrait bien effectivement se fissurer, pourrait simplement être fondu et refondu. L'avènement de meilleures techniques de coulée pour le fer au cours du XVIe siècle permettrait progressivement de fabriquer des canons en fer plus fiables, commençant initialement par de petits canons et augmentant progressivement en taille. Étant donné qu'ils étaient généralement beaucoup moins chers, ils ont progressivement supplanté le canon en bronze comme arme de choix. Surtout que cela coïncidait également avec le fait que les navires commençaient à transporter de plus en plus de canons par navire et que le nombre de navires que l'État maintenait en service augmentait également généralement. Quant à savoir si l'un a conduit à l'autre ou vice-versa, je vous laisse décider. Le bronze resterait en usage pour les très gros canons où la coulée de fer a pris un peu plus de temps pour rattraper son retard et sur les navires de prestige pendant quelques siècles. Mais à la fin du XVIIIe siècle, un long canon en bronze serait assez rare pour mériter d'être commenté. Par exemple, le Her Majesty's Ship Victory qui précède le Her Majesty's Ship Victory actuel portait des canons longs en bronze de 42 livres sur son pont d'artillerie le plus bas, mais bien sûr, le Her Majesty's Ship Victory actuel n'a jamais utilisé que des canons en fer pour la majorité de son service, y compris ce pont d'artillerie inférieur où il y avait généralement des canons en fer de 32 livres. Et bien sûr, le très ancien Mary Rose que nous avons mentionné précédemment portait un mélange de canons en fer et en bronze, les canons en fer eux-mêmes étant également un mélange de techniques de construction. Le fer et plus tard l'acier étaient donc les matériaux utilisés pour fabriquer l'armement d'un navire au XIXe siècle. Mais le principe de base de la coulée d'un grand objet métallique, parfois avec un insert sacrificiel pour former un canon ou un alésage grossier, puis de percer cela et de forger la pièce unique de métal résultante en un canon naval, est resté assez standard jusqu'à la fin du XIXe siècle. À ce stade, les canons avaient grandi, et bien assez gros dans certains cas, mais aussi, à peu près à cette époque, les canons rayés ont commencé à apparaître dans l'artillerie navale majeure et un changement dans les méthodes de construction peut également donc être observé. Ce changement entraîne le passage des canons d'une technique de construction monolithique en une seule pièce à ce qu'on appelait un canon construit, du moins généralement appelé ainsi, un terme qui prend plus tard un sens légèrement plus spécifique, comme nous le verrons, mais essentiellement cela signifie un canon qui a été construit à partir de plusieurs composants plutôt que d'être simplement un seul bloc monolithique de métal.
Ce changement s'est produit pour plusieurs raisons d'abord, et pour être honnête, le plus important, était un problème qui limiterait la taille globale des canons navals, de manière constante à l'avenir, à savoir quelle taille de morceaux d'acier pouvait-on couler avec un degré raisonnable de contrôle de la qualité. Avec l'avènement du rayage et des gros canons, un canon devait être coulé en une masse solide, puis entièrement percé à partir de zéro. Les chances de déformation, de refroidissement différentiel et autres étaient bien trop grandes pour qu'un insert d'espace vide sacrificiel soit utilisé comme cela avait été fait sur les canons à âme lisse des périodes précédentes. Et cela signifiait que si vous vouliez un canon qui pesait par exemple 20 tonnes, vous deviez être capable de couler un seul bloc d'acier qui pourrait peser 25 à 30 tonnes, puis avoir les tours, les marteaux et les presses pour percer et forger cette masse en une arme. Maintenant, même en supposant que vous pourriez techniquement faire cela, le nombre pur et simple de canons qui pourraient être attendus pour être montés sur un navire de guerre typique des années 1870 ou 1880 et le nombre de navires qui avaient besoin de ces canons signifiait que, en réalité, cela n'avait pas d'importance si vous aviez une ou deux usines qui pouvaient faire cela à un rythme très lent, car vous deviez être capable de fabriquer des dizaines de telles armes, et cela abaissait la limite pratique de ce que vos fonderies de canons pouvaient généralement fabriquer, un peu en dessous du seuil industriel de votre économie, à l'exception des armes de prestige spécifiques que vous pourriez seulement installer sur un navire ou à un endroit. Séparément, bien sûr, le type de métal dont vous aviez besoin pour fabriquer un rayage durable, qui tendait à être un acier exceptionnellement dur, était totalement inadapté pour fabriquer un canon dans son ensemble, du moins à cette échelle. Un matériau dur et relativement cassant, qui est bon pour conserver son rayage, se fissurerait ou se briserait sous la contrainte significative du tir d'un canon de calibre cuirassé et de l'allumage de tout ce propulseur, et cela se produirait avec peu ou pas d'avertissement, comme cela s'est effectivement produit plusieurs fois au milieu et à la fin des années 1800. Au lieu de cela, un peu comme l'armure d'un cuirassé, vous auriez besoin d'une combinaison d'acier plus dur à l'intérieur, si vous aimez l'extrémité affaire du canon, mais soutenu par un matériau plus doux et plus ductile qui pourrait absorber et résister aux contraintes imposées par le tir du canon. Ces problèmes et d'autres pourraient être résolus en fabriquant un canon ou un revêtement relativement mince, comme on l'appelait souvent, puis en l'enveloppant dans plusieurs cylindres. On utilisait souvent des termes tels que cerceau ou veste, et ceux-ci pouvaient être fabriqués en d'autres aciers. On pouvait appliquer plus de cerceaux ou des cerceaux plus épais à l'extrémité de la culasse, car c'est évidemment là que la pression était la plus élevée et cela s'appliquait à peu près que vous fabriquiez un canon rayé à chargement par la bouche ou par la culasse. Cela signifiait à son tour que votre capacité à fabriquer un très gros canon était toujours limitée par une taille maximale d'ingots utilisables, mais elle était considérablement augmentée dans l'ensemble, car un seul lingot ne devait être transformé qu'en une partie d'un canon au lieu d'être transformé en l'objet entier. Par exemple, si vous ne pouviez fabriquer qu'un lingot de 40 tonnes, mais que vous aviez un design de canon composé de 5 éléments distincts, dont le plus grand pesait 20 tonnes, ou peut-être que tous pesaient 20 tonnes, alors, tant que l'élimination de matière d'un lingot de 40 tonnes vous laissait suffisamment pour qu'il reste 20 tonnes pour le composant, vous pouviez assembler un canon de 100 tonnes à partir de 5 composants de 20 tonnes. Malgré le fait de ne pas être réellement capable de couler un seul bloc de métal, même pas la moitié du poids final de l'arme. Cette méthode de construction serait utilisée pour la majorité des canons de cuirassé tout au long de l'ère pré-Dreadnought et Dreadnought. Alors, entrons un peu plus en détail sur le processus de construction du début à la fin. Tout commencerait par la fusion du métal. Maintenant, typiquement, cela serait constitué de nouvelles fontes qui seraient fondues à partir de minerais de fer dans un haut fourneau qui serait ensuite mélangé avec d'autres aciers préexistants, généralement de la ferraille,
qui était fondu dans un four à ciel ouvert. De ce liquide quelque peu bouillonnant et très lumineux, les diverses impuretés pouvaient être écumées, et au fil du temps et du développement des armes à feu avec la métallurgie, divers additifs pouvaient également être inclus à ce stade, ce qui changerait la composition globale de l'acier en question, que ce soit en modifiant légèrement sa teneur en carbone ou en ajoutant des métaux traces pour des choses comme une meilleure résistance à la corrosion, une meilleure résistance à la traction ou d'autres caractéristiques que vous pourriez vouloir, selon la partie du pistolet que ce lot particulier d'acier était censé fabriquer. L'acier fondu serait ensuite versé dans d'énormes moules, et selon l'époque et le fabricant, ceux-ci pourraient être des blocs cylindriques ou facettés. Une fois que cette coulée avait refroidi et été extraite, elle serait ensuite chauffée à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit incandescente et transférée à une grande presse. Au début, vous pouviez utiliser des marteaux à vapeur, bien que plus tard, les presses ou les marteaux pouvaient être alimentés hydrauliquement et les presses en général sont devenues préférées. Quel que soit l'outil que vous utilisiez, ceux-ci comprimeraient et allongeraient ensuite la lingot de la même manière qu'un forgeron forge un billet d'acier en une épée, mais à une échelle macroscopique. Le lingot serait tourné après chaque pression ou coup afin d'égaliser le billet résultant, qui ressemblerait maintenant grossièrement à un canon de fusil de base, du moins tant que vous le regardiez de côté, car si vous le regardiez de face, l'absence d'endroit pour mettre la coquille serait assez évidente. Comme pour la forge à petite échelle, la masse devait parfois être réchauffée, mais la masse thermique pure de tant de métal signifiait qu'en général, elle pouvait conserver une chaleur de travail beaucoup plus longtemps que quelque chose que vous fabriquez généralement avec un marteau et une enclume. Maintenant, à ce stade, ayant été comprimé et déplacé dans toutes sortes de directions, le billet serait soumis à un stress interne significatif et serait donc recuit au degré qui était applicable pour son utilisation prévue, quelle que soit la partie du fusil qu'il était censé fabriquer. Le recuit consiste à le réchauffer à une certaine température, mais inférieure à celle de l'état fondu ou extrêmement lumineux, puis à le refroidir lentement. Ce cycle pourrait être répété plusieurs fois à différentes températures et durées, encore une fois en fonction des qualités finales du métal que vous recherchez. Un autre processus de recuit se déroulerait plus loin sur la ligne, mais celui-ci était le premier, d'où l'explication de son fonctionnement à cet endroit. Ensuite venait le processus d'alésage, et cela ne signifie pas qu'il était inintéressant. Il s'agissait littéralement d'un alésage avec un tour géant qui transformait le morceau cylindrique en un tube, et si le tube allait être le revêtement du canon, alors il devrait également être rayé. Maintenant, la découpe du rayage est un processus qui nécessite une extrême précision et une extrême délicatesse pour la période des canons pré-Dreadnought et Dreadnought. Mais cela nécessite également une force immense, car le métal qui est coupé sera lui-même assez dur. Avec quelque chose de cette taille, vous ne pouvez tout simplement pas commencer à couper pendant que le canon est encore incandescent et relativement doux, car vous finirez presque certainement par avoir de légers mouvements internes qui ruineront tout. De tous les processus qui entrent dans la fabrication d'un canon de cuirassé, ce processus est le plus chargé. Presque toutes les autres étapes peuvent être refaites ou un élément défaillant remplacé, à moins bien sûr que vous ne jetiez la billette dès le départ, mais le moindre désalignement ou le moindre pas dans le rayage signifierait que tout le processus jusqu'à ce stade a été gaspillé et le revêtement doit simplement être jeté avec tout le processus qui recommence. La face extérieure de la billette serait également usinée, qu'il s'agisse d'un revêtement ou d'une autre partie du canon, car le marteau ou la presse aurait réduit la taille globale de la lingot près de, mais pas exactement à, le diamètre extérieur final souhaité. Seuls les moulins et les tours offrent le contrôle fin sur les dimensions qui est nécessaire à ce stade. En supposant qu'un revêtement fonctionnel a été produit, l'assemblage du canon peut alors commencer. Pour un canon monté, cela consisterait en un autre cylindre qui parcourrait toute la longueur du canon,
qui était usiné et alésé pour s'adapter au revêtement, ce qui inclurait toute expansion à l'extrémité de la portée. Cela serait alors fait à un diamètre intérieur qui était légèrement inférieur au diamètre extérieur du revêtement, si proche que vous pourriez bien être pardonné pour avoir confondu les deux dimensions comme étant exactement les mêmes, mais néanmoins ce cylindre, qui était appelé le tube, serait alors chauffé, profitant du fait que le métal se dilate lorsqu'il est chauffé, rendant ainsi le diamètre interne légèrement plus grand. Il serait alors abaissé sur le revêtement et les deux composants pourraient être refroidis pendant la période du cuirassé. Cela était également fait sous pression pour garantir que l'acier contractant refroidissait et se stabilisait uniformément. Ainsi, le tube et le revêtement étaient maintenus ensemble par une pression immense et une friction immense qui les empêcherait de se séparer. Cela avait également l'avantage d'exercer une force constante vers l'intérieur sur le revêtement, bien que pas au-dessus de sa limite élastique. De sorte que lorsqu'un obus était tiré et que la pression à l'intérieur du canon augmentait et essayait de forcer son passage, il devait d'abord surmonter cette force de compression avant de pouvoir commencer à exercer une contrainte sur la résistance à la traction du tube et de tout autre composant subséquent. Le principe de mettre délibérément de la tension dans un système opposé aux charges attendues est en fait assez courant en ingénierie dans un certain nombre de domaines, bien que lorsque cela échoue, la tension libérée peut conduire à des résultats assez spectaculaires. Maintenant, la terminologie peut varier légèrement selon le pays et la période, mais pour la plupart des sources en langue anglaise, vous auriez une veste installée sur le tube qui est installée sur le revêtement. La veste courait généralement aussi sur toute la longueur du canon, mais serait composée de 2 segments ou plus, contrairement au tube qui était un segment, et à l'extérieur de cela viendraient divers cerceaux qui étaient aussi des cylindres, juste pas de pleine longueur, et ceux-ci diminueraient progressivement en longueur à mesure que vous en aviez de plus en plus loin, en diamètre, ce qui résulterait en une culasse beaucoup plus épaisse, comparée à la bouche du canon. Selon l'épaisseur exacte et la forme du profil exact de chacun de ces segments, vous pourriez voir une série de marches très évidentes en épaisseur. Cela est le plus facilement visible dans les canons de la fin de l'ère des cuirassés et du début de l'ère pré-Dreadnought, ou dans les canons plus récents avec une superposition un peu plus complexe et un cerceau extérieur très formé, vous ne pourriez voir qu'une ou 2 légères marches sur toute la longueur. Des bagues d'arrêt, également parfois appelées bagues de verrouillage, pourraient également être ajoutées à divers endroits, encore une fois en fonction du design du canon en question, comme une couche supplémentaire de sécurité contre les divers cerceaux et vestes, etc. qui montent et descendent les uns sur les autres lorsque le canon était tiré et que l'ensemble était soumis à des niveaux de tension variables lorsque l'obus progressait dans le canon. Maintenant, si vous fabriquiez un tel canon construit, toutes ces couches extérieures au-delà du revêtement devraient être assemblées en premier, et ensuite toute la collection du cerceau le plus externe jusqu'au tube devrait être à nouveau chauffée en une seule fois et abaissée sur le revêtement. C'est ce qui a permis de reconditionner les canons. Le tube, les vestes, les cerceaux, etc., avaient une durée de vie qui pouvait vraiment être mesurée en milliers ou dizaines de milliers de tours, car à part fournir un soutien structurel pour empêcher toute flexion, leur rôle principal était simplement de résister à la pression de l'allumage du propulseur qui était transféré à travers le revêtement sans subir de déformation plastique. Donc pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, la déformation élastique est lorsque un matériau se déforme, mais est capable de revenir à son état d'origine, un peu comme un élastique. La déformation plastique est lorsque quelque chose se déforme et reste ensuite à ce niveau de déformation, ou peut revenir légèrement, mais ne revient pas à sa forme originale. Donc par exemple, si vous regardez des images à haute vitesse de personnes pratiquant des arts martiaux historiques européens ou des reconstitutions médiévales, vous verrez des épées ou peut-être se frapper l'un l'autre et vous verrez la lame se courber, mais une fois qu'ils ont terminé leur mouvement, la lame est redevenue droite. C'est une déformation élastique. Très occasionnellement, vous pourriez voir
quelqu'un, frapper quelqu'un, ou une autre lame, ou quelque chose comme ça, assez souvent avec quelque chose comme une petite épée. Et lorsque le mouvement est terminé, la lame est maintenant visiblement courbée même à l'arrêt. Et c'est une déformation plastique. Les problèmes avec la déformation plastique en ce qui concerne les armes à feu, ce n'est pas seulement que l'arme est potentiellement maintenant pas dans l'alignement que vous vouliez réellement, mais aussi la déformation plastique implique un certain type de processus destructeur ayant eu lieu à la niveau microscopique qui pourrait provoquer assez rapidement des défaillances plutôt dramatiques. Le revêtement, en revanche, serait usé à la fois par la température du propulseur en combustion et par le passage de l'obus le long des rayures assez rapidement, car il se dégraderait très légèrement à chaque tir. Ainsi, le revêtement pourrait n'avoir qu'un cycle de vie de quelques centaines de tours, voire même moins. Cependant, en inversant le processus utilisé pour assembler l'arme, donc en la chauffant à nouveau pour la faire à nouveau se dilater, vous pourriez desserrer l'ajustement entre le revêtement et le reste de l'arme, assez pour retirer le revêtement usé, et ensuite insérer un tout nouveau, ce qui signifie que pour continuer à utiliser l'arme, vous n'aviez qu'à fabriquer plusieurs revêtements au lieu de canons entiers, du moins en théorie. Les différents rapports de matériaux d'alliage dans le revêtement par rapport au reste de l'arme aideraient à cela, car l'expansion de celui-ci et du tube et de tous les autres éléments environnant l'entourant se produisait à des rythmes légèrement différents, accentuant l'écart. Cependant, parfois une particularité d'utilisation ou simplement la conception de l'arme signifiait que le revêtement ne pouvait pas être extrait. Dans ce cas, si vous vouliez continuer à utiliser l'arme, il faudrait entièrement forer le revêtement. Un processus beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux qui pourrait endommager le reste de l'arme au point de la rendre inutilisable si vous n'étiez pas très prudent. Typiquement, bien que comme mentionné, vous pourriez simplement continuer à réutiliser la même arme, les marines commanderaient plus d'armes que nécessaire pour les navires qu'ils construisaient. Par exemple, les deux cuirassés de classe Nelson des années 1920 avaient besoin d'un total de 18 de leurs grands canons de 16 pouces pour les armer tous les deux en même temps, mais un total de 29 a été fabriqué. Cela permettait de compenser les dommages catastrophiques en bataille, ou une sorte de défaut rendant irrévocablement inutiles quelques canons, tout en maintenant un stock complet de cuirassés à terre. Ensuite, si un navire arrivait avec tous ses canons principaux usés, ce qui était peu probable mais théoriquement possible, il faut garder à l'esprit que tous les canons et toutes les tourelles ne tiraient pas en même temps en usage typique, et donc un ou plusieurs canons pourraient s'user beaucoup plus rapidement que les autres. Mais quoi qu'il en soit, même si tous les canons du navire étaient usés, le navire pourrait être relativement rapidement rééquipé avec un tout nouvel ensemble de canons fonctionnels pris dans le stock à terre et renvoyés. Les canons usés qui venaient d'être retirés pouvaient alors être emmenés à l'usine d'armement et subir le processus de remplacement de leur doublure, et ainsi ils deviendraient maintenant le stock à terre pour l'arrivée du prochain navire. Généralement, seuls quelques canons, voire un seul, devaient être remplacés, ce qui pouvait entraîner une répartition étrange des canons sur différents navires. Par exemple, si vous regardez les deux canons de 15 pouces à l'extérieur du musée impérial de la guerre, chacun d'eux a une histoire de service plutôt intéressante, ayant été montés sur divers navires, ayant été retirés de l'un pour reconditionnement, puis réinstallés sur un autre lorsqu'il est arrivé. En parlant de cela à une échelle beaucoup plus grande, il y a eu un total de 184 canons de production principale de 15 pouces, 42 fabriqués, plus quelques prototypes, navires malgré le total des besoins de tous les 5 Queen Elizabeth avec 8 canons, tous les 5 de la classe Revenge avec 8 canons, le capot avec 8 canons, les 2 Renown, chacun ayant 6 canons, plus Glorious et Courageux, chacun utilisant 4 canons et 4 moniteurs, chacun utilisant 2 canons signifiait que la plus grande demande pour eux reflétée par cette liste de navires ne s'élevait qu'à 116 canons. Et oui, je sais qu'il y a eu quelques moniteurs de 15 pouces supplémentaires fabriqués plus tard, mais à ce moment-là, Glorious et Courageous avaient été convertis en porte-avions. Mais il y avait une alternative à cela. À partir des années 1880, il y avait aussi ce qu'on a appelé des canons à fil enroulé,
Maintenant, la technique réelle avait été inventée un peu plus tôt, mais c'est pendant cette période que la technique a été appliquée aux armes de qualité cuirassée vraiment sérieusement. Cette méthode a commencé à être utilisée parce que les canons grandissaient très rapidement en taille, mais la technologie pour travailler avec les très grandes coulées impliquées, comme nous l'avons mentionné plus tôt, était limitée. Donc, comme alternative, une fois que le revêtement et le tube avaient été assemblés, ce que vous pouviez faire, c'est prendre une très très longue bobine de fil d'acier, généralement en utilisant un fil à profil carré plutôt qu'un fil rond avec lequel nous pourrions être plus familiers. Et notez bien que cela ne signifie pas nécessairement que le fil a une section transversale parfaitement carrée. Le fil a 4 coins de 90 degrés chacun. Il pourrait donc être carré ou rectangulaire. Et cela signifiait que le fil pouvait être posé à côté de lui-même, dans une bobine sans laisser de grands espaces d'air. Maintenant, dans tous les cas, ce fil serait alors enroulé sous une pression colossale. Vous savez, nous parlons de 6 chiffres psi le long d'une partie ou de toute la longueur du pistolet, encore une fois en fonction de la technique, de la tonation et de la période de temps, et un nombre variable de couches serait utilisé, généralement avec plus de couches, vers l'extrémité de la culasse. Après quoi, des cerceaux solides seraient appliqués comme avec un pistolet monté et tout le processus se terminerait comme décrit précédemment. Donc, essentiellement, l'enroulement du fil prendrait la place de tout ou partie de la veste et de tout ou partie des cerceaux, mais pas de tous. La tension appliquée au fil et la taille physique réelle du fil dans les différentes couches pourrait également être assez variable. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients aux méthodes de construction et de bobinage de fil. Malheureusement, la plupart des écrits de l'époque, et pour être tout à fait juste, beaucoup, bien que pas tous, des écrits ultérieurs ont tendance à mettre en avant les avantages d'une méthode et les inconvénients de l'autre, presque proportionnellement à la nationalité de l'écrivain par rapport à la nationalité des nations qui ont utilisé principalement l'une ou l'autre méthode dans une bonne partie de leur histoire, puisque les canons à bobinage de fil ont trouvé le plus d'adhérence au Royaume-Uni, au Japon et jusqu'à la Première Guerre mondiale en Italie, tandis que l'Allemagne, les États-Unis et divers autres ont tendance à s'en tenir principalement à la méthode de construction tout au long. Et ce biais rend l'analyse des avantages de chacun autant une question de posture nationale que n'importe quoi d'autre assez souvent. D'autres nations, bien sûr, ont importé des canons d'outre-mer, ce qui peut rendre très difficile la détermination des tendances dans leur marine, car on sait que leurs fabricants à terre pourraient préférer une technique, mais qu'ils pourraient importer des canons d'un autre pays qui les fabrique en utilisant l'autre, et cela n'est pas aidé par le fait que certaines considérations des deux côtés de l'argument ont matériellement changé à mesure que la métallurgie et la machinerie ont progressé avec le temps. Et donc, certaines affirmations faites pour ou contre une méthode particulière sont vraies à certaines décennies, mais fausses à d'autres. Brièvement, les principaux avantages d'un canon à bobinage de fil sont que le contrôle de qualité du matériau de liaison, le fil, est beaucoup plus facile à assurer en premier lieu et à surveiller pendant qu'il est appliqué parce que le fil lui-même est relativement mince comparé à une grande veste ou cerceau et la technologie pour fabriquer de l'acier de bonne qualité en quantité relativement mince est beaucoup plus développée que les vestes ou cerceaux considérablement plus grands qui, comme nous l'avons dit auparavant, étaient généralement à la pointe de la technologie de l'époque. Ceci est en fait très bien illustré par les tentatives japonaises de créer un canon monstrueux dans les années 20, le prédécesseur des canons du Yamato. Cela a presque échoué en construction en cours de route lorsque des cerceaux entiers ont dû être abandonnés à la dernière minute, lorsque des défauts précédemment non détectés sont devenus évidents sous la forme de fissures, comme ils ont été appelés sur le reste de l'assemblage du canon, alors qu'il était possible, dans ce cas, en tant que mesure d'urgence, pour remplacer ces unités par du fil d'enroulement, l'échec global de ce canon particulier lors des tests finaux avait plus à voir avec la taille pure de l'arme par rapport aux capacités industrielles du Japon à l'époque, plutôt qu'avec les avantages ou les inconvénients de toute méthode de construction particulière, parce que ce canon particulier était un hybride des deux.
De plus, pendant les 3 à 4 premières décennies, les canons à fil enroulé pouvaient en réalité être fabriqués plus légers pour la même résistance ou plus forts pour le même poids par rapport aux canons construits, grâce aux fils pouvant être appliqués sous une tension extrême mais contrôlée, et en raison de sa nature quelque peu plus élastique grâce à la façon dont il a géré les forces d'expansion, ce qui signifiait qu'une moindre quantité de fil tendu pouvait contenir de manière fiable la même quantité de force qu'une pièce d'acier plus grande et forgée. Cet avantage a disparu dans les années 1910, alors que des alliages avancés amélioraient la résistance et la fiabilité des cerceaux et des vestes en acier. On considérait également généralement que l'échec catastrophique était plus sûr avec les canons à fil enroulés, car la défaillance du matériau dans de telles armes avait tendance à entraîner un déroulement plutôt dramatique du fil, mais cela avait encore généralement tendance à laisser un canon tomber sur le pont et le ressort le plus grand et le plus désordonné du monde, puisqu'entre 100 et 200 miles de fil pouvaient être utilisés dans un canon typique de l'ère Dreadnought de calibre 45. Inversement, un canon construit qui subissait une défaillance matérielle catastrophique aurait tendance à se fragmenter dans de nombreuses directions, à la fois comme une énorme grenade. Cela ne signifie pas que les canons à fil enroulés en étaient incapables, mais ils avaient tendance à le faire moins fréquemment. D'un autre côté, bien sûr, les canons à fil enroulés avaient moins de résistance longitudinale, c'est-à-dire de la culasse au museau, car bien sûr, le fil qui était enroulé autour n'offre pas beaucoup d'aide dans cette direction, d'où la nécessité des cerceaux solides et ou d'une veste à l'extérieur du fil. Cela pourrait entraîner un affaissement lors de tirs prolongés lorsque le canon chauffe, ou un fouettement lors du tir lorsque les vibrations et les forces remontent le canon, et cela pourrait causer une imprécision, bien que cela dépende en partie de l'habileté du fabricant de l'arme à fournir la bonne tension à chaque couche de fil et des autres méthodes qui pourraient avoir été utilisées pour atténuer ces effets, comme l'évasement légèrement des museaux. Il convient, bien sûr, de noter que le Her Majesty's Ship Warspite détient le record du tir le plus long pour avoir touché une cible mobile depuis un cuirassé, et ses canons étaient à fil enroulé, et le 15 pouces 42 était généralement connu pour être une arme très précise. De plus, l'enroulement du fil nécessite un investissement assez important en machines spécialisées pour fabriquer le fil et pour effectuer l'enroulement, alors que le même équipement de tour, presse ou marteau des périodes précédentes, etc., qui fabriquent le revêtement, et le tube pourrait également être utilisé pour fabriquer la veste et les cerceaux d'un canon construit. Ce sont juste des tailles légèrement différentes. Il y a aussi la question du remplacement du revêtement, mais dans ce cas, la littérature des deux côtés affirme très bruyamment et avec assurance que leur méthode est supérieure et l'autre nettement inférieure pour le retrait et le remplacement d'un revêtement de canon. Alors, je vous laisse prendre votre propre décision à ce sujet. Une fois que le canon lui-même est maintenant principalement assemblé, le bloc de culasse plutôt important doit être ajouté avec une provision pour son montage ayant été faite pendant le processus de fabrication. À l'époque du Dreadnought, cela prenait l'une des deux formes. Le plus courant était la culasse à vis interrompue. Dans ce cas, un joint de culasse vaguement en forme de dôme était présenté à l'extrémité arrière de la chambre du canon, en étant pivoté sur une charnière. Une série de filetages partiels étagés travaillés dans le reste du bloc de culasse permettait alors de tourner l'ensemble, en s'engageant avec les filetages récepteurs dans la section du canon de la culasse, et ce court tour finalisait un joint déjà raisonnable et assurait, grâce au grand nombre de filetages, que le bloc était suffisamment solide pour maintenir le joint contre la pression de l'allumage du propulseur. Cela a, à son tour, permis de tirer des obus en utilisant uniquement des charges en sachet qui idéalement se consommaient entièrement dans le processus, facilitant un système de rechargement légèrement plus rapide et une plus petite quantité d'équipement dans la tourelle par rapport à l'alternative. L'alternative mentionnée était le système de blocs de culasse coulissant. C'était techniquement un système plus simple dans lequel un gros morceau d'acier glisserait vers le bas à travers la culasse pour la fermer. Bien que simple en principe, il avait un certain nombre de légers inconvénients.
Premièrement, le bloc de culasse devait être contenu lui-même au lieu de s'adapter au corps du canon pour l'empêcher de reculer lorsque le canon était tiré et cela augmentait légèrement le poids du canon et pour rendre possible la fermeture de la culasse sans quantité massive de friction et donc de blocage permanent. Le joint ne pouvait pas être parfaitement étanche au gaz, donc l'utilisation de charges en sachet entraînerait une fuite de pression autour de la culasse qui pourrait aller de gênant à complètement mortel et compromettrait toujours la précision du canon, car une quantité aléatoire de pression serait perdue de cette manière, ce qui bien sûr diminuerait celle qui pourrait être envoyée dans l'obus à distance et signifiait potentiellement aussi que l'application de la pression était inégale. La solution à cela était que le dernier segment de charge soit dans une douille en laiton, un peu comme une énorme balle. Le laiton doux formerait alors l'élément restant du joint lorsqu'il serait repoussé et dilaté par la force de l'allumage du propulseur, ou d'ailleurs maintenu en place par la fermeture du bloc de portée. Bien que cela ait légèrement réduit le risque d'incendie de magasin, car une partie de vos charges était maintenant contenue dans du métal dur, cela a également augmenté le poids des munitions et cela signifiait que vous deviez avoir un processus pour extraire, gérer et espérer éjecter les douilles en laiton extrêmement chaudes chaque fois que vous tiriez avec l'arme. Il y avait aussi le problème de l'endroit où allait le bloc de culasse coulissant. À l'échelle d'un cuirassé, une unité montée verticalement pourrait affecter votre capacité à élever ou à abaisser vos canons, à moins que vous ne rendiez la tourelle plus haute que strictement nécessaire ou que vous ne creusiez plus profondément le puits du canon, ce qui augmenterait à la fois le poids et, dans le premier cas, augmenterait également la zone cible de la tourelle pour les obus ennemis. Ou vous pourriez les monter de côté, ce qui évitait ces problèmes, mais cela signifiait que vous aviez besoin de plus d'espace sur le côté de votre canon qu'une culasse à vis interrompue, dont le profil horizontal était généralement principalement dans le champ de la largeur du canon lui-même, n'exigeait pas. En conséquence, les blocs de culasse coulissants tendaient à être utilisés sur des canons plus petits, à moins bien sûr que vous ne soyez Krupp, tandis qu'à certains calibres, la plupart des grands canons navals passaient à des culasses à vis interrompues. L'exception à cela survenait vers la fin de l'ère des cuirassés et des navires de guerre pour les canons à chargement automatique. Dans ces cas, les blocs de culasse coulissants et les charges de cartouches en laiton se prêtaient beaucoup plus facilement à l'automatisation en utilisant la technologie de l'époque des années 1940, et donc, par exemple, les canons de 8 pouces sur un croiseur lourd de classe New Orleans ou Baltimore utilisaient des culasses à vis interrompues, mais les canons de 8 pouces à chargement automatique sur la classe. Des moines utilisaient des culasses coulissantes, bien que les canons partageaient par ailleurs pas mal de caractéristiques communes, donc cela conclut un bref aperçu de la façon dont les canons de navires de guerre étaient fabriqués. Si à un moment donné, vous voulez que je rentre dans les détails plus précis de la mécanique de durcissement de l'acier et de son traitement thermique, vous savez, recuit, trempe et toutes ces sortes de choses merveilleuses qui sont bien sûr pertinentes pour la conception de l'armure des navires de guerre, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et j'accélérerai peut-être quand cela sera discuté plus tard sur la chaîne. En tout cas, merci d'avoir écouté.